Comme vous le savez, à l'IREMO, depuis le 7 octobre, on a entrepris d'essayer de décrypter non seulement la guerre à Gaza, mais les conséquences sur les pays de la région. Donc on a déjà eu plusieurs rencontres sur le Hezbollah face à la guerre, sur l'Égypte face à la guerre. On a vraiment eu à cœur de décrypter le mieux possible ces différentes conséquences et les différents acteurs qui sont impliqués dans cette guerre. Et donc, il nous paraissait évidemment indispensable aussi d'étudier la réaction des pays du Golfe et l'Arabie saoudite en particulier, puisque vous qui suivez cette actualité, vous voyez que régulièrement, on parle de l'Arabie saoudite, on veut faire jouer un rôle à l'Arabie saoudite dans l'après-guerre. Et donc, il nous a paru important de décrypter ce que pouvait être ce rôle de l'Arabie et, d'une façon plus générale, de la position des pays du Golfe. Et donc, pour ça, il nous a paru évidemment important de proposer à Fatiha Dazieni d'intervenir, puisque Fatiha est vraiment une spécialiste, la spécialiste des pays du Golfe ici, qui est diplômée d'un doctorat de l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste donc de ces monarchies de la péninsule, après un travail de thèse sur le Koweït, mais qui travaille maintenant beaucoup sur l'Arabie saoudite. Donc, qui est chercheuse à l'IRSEM, qui est l'Institut de recherche de l'école militaire, mais qui est également chargée de cours à l'IEP de Lille. Et Fatiha a écrit un livre qui est vraiment un livre pour ceux qui s'intéressent à l'Arabie, qui est très important, puisque c'est 100 questions. Aux éditions Talendier, vous avez cette collection qui permet de faire le point sur différents pays. Et donc, c'est Fatiha qui a rédigé le livre sur l'Arabie saoudite en 100 questions, qui est régulièrement d'ailleurs réactualisé avec de nouvelles éditions, ce qui prouve l'intérêt de ce livre. Et je dois ajouter que c'est vrai qu'en France, il n'y a pas énormément de travaux sur les pays du Golfe et l'Arabie saoudite, d'où l'importance et l'intérêt de se référer à cet ouvrage. Ce qui nous a aussi donné l'envie de proposer à Fatiha Dazieni de venir aujourd'hui, c'est que non seulement c'est une spécialiste du Golfe, mais à ce titre, elle a rédigé une note de recherche de l'IRSEM qui est disponible sur le site de l'IRSEM et qui est une note de recherche donc, sur la guerre à Gaza et le retour de la question palestinienne. Quels impacts sur le rôle de l'Arabie saoudite et sur les accords d'Abraham. Donc c'est une note dont je vous recommande évidemment la lecture pour vous qui vous intéressez à ces questions. Et il y a également une interview intéressante de Fatiha sur ce site que vous connaissez sûrement, Les clés du Moyen-Orient, et qui là aussi peut vous permettre d'approfondir la question, même si là elle va tout nous dire à midi. Mais pour ceux qui souhaitent poursuivre la réflexion, voilà quelques éléments en tous les cas qui peuvent enrichir votre réflexion. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Fatiha, qui va nous faire une présentation, comme on en a l'habitude à l'IREMO, de à peu près 30 minutes. Et ensuite, eh bien, vous pourrez poser toutes les questions qui vous taraudent sur cette question éminemment importante de la position de ces pays du Golfe, et tout particulièrement l'Arabie saoudite. Merci Fatiha d'être là, et tu as la parole. Merci beaucoup Agnès, merci de m'avoir invitée, à l'IREMO aussi, et merci au public nombreux présents. Donc, comme tu le disais, Agnès, c'est vrai que j'ai rédigé cette note suite à un terrain que j'ai fait au mois de décembre, essentiellement en Arabie saoudite, essentiellement à Riyad, et également aussi un peu dans une ville, une province assez excentrée, la ville d'Abha, dans le sud de l'Arabie saoudite, et la province du Asir, et qui est, pour tout vous dire, un tout autre pays que Riyad. Et oui, c'est le Yémen. C'est effectivement une ancienne province du Yémen, mais qui est aujourd'hui dans les frontières de l'Arabie saoudite. Et puis, effectivement, cet entretien accordé au site Les Clés du Moyen-Orient, où je suis un peu interviewée sur le déplacement du pôle stratégique du monde arabe aujourd'hui vers le Golfe. Donc, quelle est mon analyse là-dessus, etc. Et ça rejoint un petit peu les points que je vais évoquer avec vous. Alors, je ne sais pas comment on fonctionne, en fonction des points, si vous voulez réagir, ou alors je déroule. Tu déroules et après, ensuite, on passera aux questions. Il y aura forcément des choses que je vais oublier de dire, même si j'ai pris plein de notes. Je suis très brouillonne dans ma façon de fonctionner, mais bon, c'est pas grave. Donc, je voulais d'abord commencer par
un petit peu évoqué les dangers de l'intensification de la guerre à Gaza et qui, en plus de ça, se projette aujourd'hui vers le front nord, sud-Liban, pour un petit peu réagir aux positions des pays du Golfe qui sont tétanisés à l'idée, bien sûr, de l'intensification de cette guerre et de son prolongement au Liban, sachant que quand je parle des pays du Golfe, j'ai surtout évoqué, comme l'a dit Agnès, l'Arabie Saoudite, mais également les Émirats Arabes Unis, dont on a quand même une idée et un positionnement extrêmement flou du fait de l'efficacité du soft power de ce pays, mais qui a, et ça les États-Unis l'observent de plus en plus, un comportement, enfin une certaine duplicité dans sa façon de faire, parler tout le temps de désescalade, de pacification, et en même temps a un rôle financier et militaire extrêmement important dans les crises de cette région, notamment au Soudan, mais aussi au Yémen, en dépit du fait que les Émirats Arabes Unis ont engagé dès l'été 2019 une position un peu de retrait et de désescalade qui a été ensuite suivie par l'Arabie Saoudite, mais d'une manière un peu différente. Donc il y a ces deux pays et, dans une moindre mesure, le Qatar, qui sont les États les plus proactifs en matière de politique étrangère et de politique régionale dans la région. J'évoquerai pas Bahreïn parce que bon, c'est un petit peu comment dire, une sorte d'État qui n'est pas réellement souverain en matière de politique étrangère, puisque soit les Émirats Arabes Unis, soit l'Arabie Saoudite sont décisifs dans les choix de ce petit royaume qui est très aligné aussi sur la politique américaine, parce qu'il abrite évidemment la 5e flotte, donc il n'a pas... Voilà. Je dirais que le Qatar a également une certaine constance en matière de politique étrangère, à s'aligner aussi sur, non pas les positions régionales des États-Unis, mais le Qatar abrite la base d'Al-Udeid, et malgré sa politique très intéressante de médiation et de parler à tout le monde, elle le fait souvent en fonction aussi de l'intérêt qu'ont les États-Unis à ce que le Qatar officie comme médiateur, même avec des acteurs dits infréquentables. Voilà. Alors c'est vrai, comme tu le disais Agnès, ce qu'il est convenu d'appeler par la communauté internationale attendait beaucoup de l'Arabie Saoudite et du rôle de l'Arabie Saoudite pendant la guerre. Et on voit que finalement l'Arabie Saoudite, un petit peu comme par le passé, s'abrite derrière des États comme notamment l'Égypte sur la question de Gaza, mais également sur le Qatar, parce qu'il y a quand même, pendant ces quasi 9 mois de guerre, un certain consensus qui se dégage dans la répartition des rôles qu'ont ces États du Golfe sur quoi faire, que dire, quelle initiative prendre par rapport à la guerre de Gaza. Mais une chose est sûre, les pays arabes ne se sont pas distingués par des positions extrêmement fortes. C'est le moins qu'on puisse dire. Une grande partie des États de la Ligue arabe, d'ailleurs l'un des premiers sommets qu'a tenu Riyad, c'était le sommet de la Ligue arabe qui a complètement échoué, puisque la plupart des États arabes étaient pour des positions extrêmement dures. Donc, sanctions imposées à Israël, faire jouer l'arme pétrolière comme en 1973, et bien sûr être extrêmement incisif sur la politique de déportation assumée des autorités israéliennes vis-à-vis des Gazaouis, vers le Sinaï ou la Jordanie. Alors, il y a quand même eu des positions, bien sûr, là-dessus, un rejet très ferme de cette politique de déportation, c'est clair,
Mais l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, on va quand même citer Bahreïn, parce qu'il s'est aussi prononcé, le Maroc, la Jordanie et l'Égypte ont refusé de prendre cette option très dure. Parce qu'ils considèrent, et notamment les nouveaux pays signataires des accords Abraham, qu'il faut quand même garder un lien avec Israël, ne serait-ce que pour essayer d'influer. Et ça, c'était les prétentions quand même des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis étaient convaincus qu'ils étaient en mesure d'influer sur le gouvernement israélien et sur Netanyahou, du fait des bonnes relations entretenues depuis la signature des accords Abraham le 15 septembre 2020. Alors bien sûr, il n'en a rien été, et les Émirats arabes unis se dédouanent un peu en disant de toute façon, même les États-Unis n'en ont pas été capables. Alors évidemment, c'est casser les dents, et c'est vrai qu'il y a quand même un ressenti de la part des Émirats arabes unis où ils sont très inconfortables. Plus la guerre dure à Gaza, et plus c'est très compliqué. Et je vous conseille d'ailleurs de lire un article très intéressant qui est récemment paru à l'ICG de Dina Esfandiari sur les EAU. Et c'est très intéressant ce qu'elle dit, puisque Dina est à Abu Dhabi, et elle dit des choses assez fortes. C'est pas évident d'écrire ce qu'elle a écrit quand même. Où elle dit très clairement qu'au sein même de l'opinion publique émirati, là, ça commence à plus que grincer. Alors évidemment, aussitôt que quelqu'un moufte, c'est toute sa famille qui est sous les radars, parce que là, en termes d'intelligence artificielle, de cyber et de flicage, c'est extrêmement évolué. Et donc, la moindre réaction un petit peu trop politique et trop pro-palestinienne est suivie comme le lait sur le feu. Et elle dit que voilà, la position des Émirats arabes unis, plus la guerre va durer, et si en plus de ça elle s'intensifie et s'exporte au Liban, va être intenable pour les Émirats arabes unis, puisque les Émirats arabes unis n'ont absolument rien changé à leur lien avec Israël depuis la signature des accords Abraham. Donc elle dit même qu'au contraire, les rapports économiques se sont intensifiés, etc. Et l'image des Émirats arabes unis aujourd'hui dans le monde arabe est désastreuse. Et c'est vrai que c'est un pays qui a toujours construit un petit peu, marketé son image dans le monde. Alors en Occident, ça fait encore illusion, bien que, comme je le disais, aux États-Unis, ce double langage des Émirats arabes unis passe de moins en moins bien. On le voit sur la question soudanaise, et le soutien très, très important et fondamental des Émirats au général Hemeti contre l'armée régulière soudanaise, et les massacres qui sont perpétrés au Sud-Soudan, etc. Ça commence à fortement déranger les États-Unis. Ils l'ont clairement dit aux Émirats arabes unis. Et les Émirats arabes unis, évidemment, toujours à dire mais non, nous voulons la pacification des relations. D'ailleurs, nous avons enclenché depuis l'été 2019 une politique de désescalade. Ce n'est pas tout à fait faux. Ils se sont retirés tactiquement, militairement du Yémen. Mais il continue, bien sûr, à soutenir des proxys, pas simplement le STC, c'est-à-dire les séparatistes du Sud-Yémen, mais aussi les brigades Giants, qui sont des brigades dirigées par des militaires aguerris, dont le neveu de l'ancien président Ali Abdallah Saleh, et également des salafistes. Donc les Émirats arabes unis qui se prévalent toujours d'être anti-extrémistes, anti-frères musulmans, etc. Ils sont quand même, ils soufflent un peu sur les braises parce qu'ils ont un jeu pas très clair. C'était le cas également en Libye. Et donc là, ça commence à être de plus en plus évident, à exaspérer les Égyptiens,
parce qu'ils sont aussi en dissonance sur le Soudan avec l'Égypte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Arabie saoudite, et c'est pour ça qu'à mon avis, l'Arabie saoudite s'est toujours réservée sur l'après, parce que, effectivement, de plus en plus, avec l'intensification de la guerre, le fait que personne ne peut, essayer de raisonner ce gouvernement israélien, eh bien, le prince héritier risque effectivement de se montrer de plus en plus, très soucieux d'obtenir quelque chose de viable et dans la durée pour la Palestine. Ce qui n'était pas tout à fait évident au début de la guerre, quand même. Mais là, avec le prolongement de cette guerre, la situation terrible que vivent les Gazaouis et vraiment le jusqu'au-boutisme de ce gouvernement israélien, il est évident que l'Arabie saoudite répète de plus en plus, a durci son discours, même par rapport à la normalisation, avec le processus de normalisation avec Israël. Ils ne l'ont pas stoppé, c'est vrai, parce qu'ils se laissent quand même toujours une marge de manœuvre pour négocier, parce que ce qu'ils veulent, c'est négocier avec les États-Unis un accord écrit noir sur blanc, engageant par écrit les États-Unis à un accord de défense pour protéger la souveraineté du royaume d'Arabie saoudite en cas, parce que évidemment, même si l'Arabie saoudite a renormalisé ses relations avec l'Iran, la menace reste quand même liée au jeu iranien et à ses proxys. Donc l'Arabie saoudite veut quelque chose d'écrit noir sur blanc en matière de garantie de sécurité américaine, parce qu'il est très clair que la confiance n'est plus là. Et c'est d'ailleurs pourquoi les pays du Golfe se sont tournés aussi vers Israël. Les Émirats arabes unis n'ont pas attendu que Trump montre ses muscles et pousse les Émirats à signer. C'est une initiative des Émiratis, la signature de l'accord Abraham. Ils n'ont pas attendu que Trump les pousse puisqu'ils se sont dit la meilleure façon de se réattirer les États-Unis à nous, c'est de nous tourner vers Israël, puisque rien n'est refusé à Israël en ce qui concerne les États-Unis. Donc c'est un petit peu une façon, comme ça, par rebondissement, de se réattirer la protection américaine. Parce que c'est ça, en fait, qui est en jeu. Même si il y a tout ce jeu de diversification, de multipartenariat, qui permet quand même, en réalité, à ces pays et à ce fameux duopole, Arabie saoudite et Émirats arabes unis, de ne plus s'aligner systématiquement sur les États-Unis, notamment en matière de politique régionale, parce que pour eux, c'était plus tenable. Alors, c'est pourquoi l'Arabie saoudite a beaucoup publicisé le fait que la normalisation avec l'Iran se fait sous les auspices de la Chine. Parce qu'ils disent par là même aux Chinois, bon, vous êtes la grande puissance mondiale qui a le plus d'influence aujourd'hui dans la région, faites attention à votre partenaire iranien, et pour cela, on se met un peu sous le boisseau chinois en matière de renormalisation avec l'Iran. Et c'est assez habile de la part des Saoudiens, parce que ça renvoie à la Chine sa responsabilité de puissance mondiale. Donc, même si tout le travail avait été fait en matière de dialogue avec l'Iran par l'Irak et par le sultanat d'Oman. Et les Chinois sont arrivés et puis ont juste endossé, effectivement, le rôle de parrain de cette normalisation. Donc il y a ça, et puis il y a aussi, depuis l'invasion par la Russie de l'Ukraine, le fait que les Émirats arabes unis, comme l'Arabie saoudite, ne se conforment pas du tout au positionnement occidental. Donc ils ont constamment refusé les sanctions contre la Russie. Et d'ailleurs, les Émirats arabes unis vont même très loin
parce que ça devient quasi la plaque tournante du contournement des sanctions par Moscou, des sanctions. Dubaï est une plaque tournante en matière de blanchiment d'argent des oligarques russes. Et ça, évidemment, ça énerve aussi beaucoup l'allié américain. Mais je trouve que le coup de génie des Émiratis, et c'est pas souvent qu'on entend vanter le coup de génie des Émiratis, c'est finalement cet accord avec Israël et cette volonté d'axer sa stratégie régionale sur l'axe, je dirais, Abu Dhabi, Israël et voire Maroc. Parce qu'il y a un triptyque là qui se dessine très très clairement et qui est très soutenu par les États occidentaux. Hein. Donc l'Arabie saoudite ne suit pas du tout la même stratégie. Hein. Alors on a un prince héritier qui est effectivement intempestif, impétueux, etc. Mais je pense que le processus de désescalade engagé par l'Arabie saoudite depuis janvier 2021, depuis que le prince héritier a fait acte de ses conneries, hein, très clairement. La guerre avec le Qatar, ça va bien, 2 minutes. Allez, on réconcilie tout le monde. Les Émiratis et les Bahreïnis ont fulminé comme jamais, mais ils n'ont pas pu remettre en question le fait que le sommet d'El Houla, ils devaient tous répondre présents. Hein. Donc, je pense que le processus de désescalade engagé aujourd'hui en Arabie saoudite va se prolonger et de longue durée, à mon avis. Parce qu'il a fini par comprendre que sa politique interventionniste militaire, non seulement avait totalement échoué, mais elle était extrêmement contre-productive du fait des attaques régulières des Houthis sur le royaume, effectivement le territoire saoudien. Il n'empêche que les Saoudiens ont une certaine résilience face à ces attaques, parce qu'ils en ont subi des centaines. Alors que les Émirats arabes unis, il leur a fallu 2 attaques pour complètement changer de narratif. Hein. 2019 est une année clé, vraiment, parce que c'est suite aux attaques revendiquées par les Houthis, mais dont on dit que les Iraniens sont quand même pas mal à l'œuvre du fait de la sophistication de ces attaques sur les tankers stationnés sur les eaux de Fujairah aux Émirats arabes unis en mai 2019 et surtout sur les installations pétrolières en Arabie saoudite en septembre 2019. Et c'est à ce moment-là où les Émirats arabes unis changent complètement de narratif sur l'Iran. Cher Tahnoun, qui est le monsieur intelligence, sécurité de son frère, est envoyé dans toutes les missions délicates, en Iran, en Irak, partout, pour essayer un petit peu de calmer le jeu et d'engager un dialogue de sécurité assez important avec l'Iran. Mais en même temps, il signe les accords Abraham avec Israël. Donc il y a toujours cette façon de faire. Alors les Iraniens avaient très mal vécu, évidemment, la signature des accords Abraham entre les Émirats et Israël, parce que pour eux, évidemment, parce qu'en plus de ça, Israël devient un membre à part entière de l'USCENTCOM. Hein, oui, donc Israël fait partie intégrante de la sécurité régionale dans le Golfe Persique. Et ça, pour les Iraniens, c'est quelque chose de pas acceptable. Parce qu'en plus de ça, on dit qu'il y a l'installation d'un bureau du Mossad à Bahreïn, qu'il y a effectivement, mais de toute façon, la fameuse compagnie émirati d'intelligence artificielle G42, elle fonctionne complètement avec les systèmes radars et les réseaux cyber israéliens, donc ça c'est clair. Et pour l'Iran, évidemment, c'est plus l'œil de Moscou, mais c'est l'œil de Tel Aviv qui est installé sur le Golfe Persique. Et donc ça, c'est quelque chose que les Émiratis doivent gérer en faisant des promesses d'investissement, parce que voilà, il
il y a la manne financière énorme des Émirats arabes unis qui joue à plein, que ce soit avec l'Iran, avec l'Égypte, et avec l'ensemble des pays où les Émiratis et ce sera certainement également un des arguments des Émirats arabes unis lorsque cette guerre à Gaza prendra fin, parce qu'elle prendra bien fin un jour. Malheureusement, elle risque de se prolonger jusqu'au moins aux élections américaines, hein, avec donc un Biden très affaibli, on ne sait même pas s'il va pouvoir se représenter, un Trump qui multiplie les déclarations plus incroyables que jamais, mais qui est encore plus pro-israélien que Biden, c'est pourtant assez compliqué à faire. Mais voilà, moi j'ai certains interlocuteurs dans le Golfe qui me disent, mais est-ce qu'on ne va pas avoir une surprise stratégique avec Trump? Parce que les relations entre Trump et Netanyahou sont épouvantables. Et comme Trump aime bien s'annoncer comme celui qui met fin à toutes les guerres, voilà, c'est vrai que le scénario Biden n'est pas plus reluisant. Hein. On ne peut pas dire que la case Biden a été quelque chose de réussi en la matière. Donc il y a ces éléments, ces incertitudes. Et puis, donc, comme je disais, l'un des arguments des Émirats arabes unis, ce sera évidemment de financer l'après-guerre, etc., et de mettre comme ils l'ont fait pour la Syrie, comme ils le font pour tous les... Et pour le Yémen, bien sûr, hein, c'est très clair. Bon, maintenant, il faut voir comment les Émirats arabes unis pourront gérer cela, parce que, comme je le disais, la réputation des Émirats arabes unis est extrêmement, extrêmement entachée aujourd'hui dans le monde arabo-musulman. Les Saoudiens, c'est différent. Hein. Alors, ils laissent toujours cette porte ouverte pour une future normalisation, mais plus ça va, plus le prince héritier met très haut la normalisation. Et avec, que ce soit ce gouvernement de Netanyahou, mais je ne vois pas non plus un autre dirigeant israélien accepter les conditions, puisque finalement, le prince héritier reprend un petit peu les exigences de l'initiative de paix arabe qui avait été adoptée en 2002 à Beyrouth, et il dit qu'un État viable palestinien, c'est sur ses frontières de 1967. C'est ce qui est dit officiellement. Est-ce que si l'Arabie saoudite obtient un accord par écrit, pour ce que vaut un accord par écrit avec les États-Unis, parce qu'il y a eu un accord multilatéral avec l'Iran qui n'a pas été respecté par les États-Unis. Est-ce que les Saoudiens, parce qu'ils sont quand même muets par une volonté de défendre d'abord leurs intérêts nationaux, c'est ça qui prime dans la nouvelle politique régionale de l'Arabie saoudite. Et donc, ils ont cette garantie, et s'ils ont la possibilité de coopérer sur le nucléaire civil avec les États-Unis, est-ce qu'ils ne sacrifieront pas un petit peu aussi c'est une question qui reste ouverte, hein, bien sûr. Hein. Mais l'Arabie saoudite, même si l'opinion publique ne s'exprime pas, l'Arabie saoudite a une opinion publique. Et elle a une population très substantielle. Et je peux vous dire que la question palestinienne est encore bien ancrée dans l'ADN des Saoudiens. C'est clair. Même si alors, dans cette note, d'ailleurs, je disais, la jeunesse saoudienne qui aujourd'hui croule sous les divertissements, ils sont débordés par les spectacles, les divertissements, et dès que offrez-leur des jeux, c'est un petit peu la devise, mais il n'empêche qu'ils ont été saisis quand même par la violence des images, et parce qu'ils sont très addicts aux réseaux sociaux, et ils ont été extrêmement choqués de découvrir, parce qu'ils sont plus sociabilisés à l'école, etc., sur la question palestinienne, de découvrir à quel point, dans quelles conditions les Palestiniens vivaient. Ça les a choqués. Hein. À tel point, moi j'ai un ami qui m'a dit qu'il était -1
que les autorités saoudiennes ferment TikTok. Ah oui, hein, c'était... Parce qu'il y a une très très grande peur de voir cette jeune population qui, en tout cas à Riyad, dans les grandes villes, est très déconnectée hein, de la situation qui prévaut dans la région, de misère, de crise humanitaire, de pauvreté. C'est vraiment une population... Moi, quand je vais à Riyad... J'adore, hein, parce que je m'amuse, je suis optimiste, je suis enthousiaste, et quand je viens ici, je redéprime complètement. Mais là-bas, je vous assure qu'il y a une vraie émulation, une vraie... Alors, ils sont dans leur bulle, mais tout va bien. Hein, et donc, ces images, elles ont fortement impacté ces jeunes qui parlaient même de Nakba 2, hein, parce qu'ils sont, comme le dit mon collègue et ami Mark Thompson, qui travaille depuis une vingtaine d'années en Arabie, et qui est un formidable sociologue, me disait les familles, les tribus sont les vecteurs de socialisation politique aujourd'hui des enfants. Hein, c'est plus l'école, parce que les programmes ont été quand même largement... et tout ce qui est histoire sur la Palestine, etc., c'est complètement zappé. Hein, oui, oui. Donc, voilà. Il n'empêche que les autorités ne peuvent pas comme ça débouler dans les familles, les réunions, etc. Et donc ce processus de socialisation, il se fait dans la sphère privée. Et ça, c'est quelque chose qui peut échapper à un pouvoir aussi répressif et autoritaire soit-il. Mais donc c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué d'avoir un peu le ressenti général. C'est compliqué, parce que c'est compliqué de poser des questions comme ça, et puis de toute façon, on se méfie de plus en plus des étrangers, et notamment de ceux qui viennent d'Occident, parce que l'Occident est totalement démonétisé sur le plan éthique, ça c'est très clair, même si les pays arabes n'ont pas brillé par leur courage politique sur la question gazaoui, que dire de l'Occident ? Sur le plan éthique et moral, c'est un désastre. Donc, et ça, les autocrates s'en réjouissent. Parce que, effectivement, venir faire des leçons de démocratie, de droits humanitaires, quand on laisse la situation qui prévaut à Gaza, c'est quand même compliqué. Hein. Et donc, finalement, les autocrates s'en réjouissent et de plus en plus ouvertement assument l'alternative qu'est le capitalisme autoritaire à la chinoise. Pour eux, c'est un vrai modèle. Et donc, le pseudo-modèle universaliste occidental, pardon du terme, mais bullshit. Hein. Donc, on peut faire mieux que vous, avec un capitalisme très centralisé, en développant nos pays, parce que ça, c'est le grand credo. Et c'est vrai que même dans le monde arabe, même si ces autocrates sont détestés, il y a quand même une certaine admiration pour le développement des infrastructures et puis tous ces projets, finalement, qui... alors, on ne sait pas ce que ça donnera, mais en tout cas, le royaume d'Arabie Saoudite se projette pour la deuxième moitié du XXIe siècle comme la puissance incontournable du continent asiatique, africain et européen. Parce que, sur le plan géographique, ça fait cohérence. C'est jouer l'interconnectivité. Et il y a les Émirats arabes unis qui, comme dirait mon fils, ont le seum, parce que leur rêve, c'est de faire l'interconnectivité, eux aussi, alors d'une manière high-tech, etc., qu'ils font, et qu'ils font mieux que les Saoudiens, mais sur le plan géographique, il n'y a pas photo. Le centre, c'est bien l'Arabie, c'est pas les Émirats. Et c'est pourquoi ils s'incrustent un peu partout, sur les ports, au Yémen du Sud, Yémen à l'ouest, sur la Corne de l'Afrique, et ça met 35 milliards de dollars sur la balance pour éviter que l'Égypte ne s'affaisse complètement. Donc il y a cette agressivité aussi des investissements émiratis, parce qu'ils n'ont pas envie de voir l'Arabie saoudite simplement devenir aussi hégémonique, alors qu'eux ont été les premiers à se développer et à
être une sorte de modèle capitalistique pour le monde arabe, hein. Sachant que ces deux économies-là sont les plus mondialisées du monde arabe. Et c'est pourquoi, comme je vous le renvoie sur le site Les Clés du Moyen-Orient, je développe un petit peu ce déplacement stratégique depuis la crise financière et économique 2008-2009 sur le Golfe comme pôle d'influence le plus important du monde arabe, hein, au détriment des grands. N'empêche que l'Arabie saoudite continue, à mon avis, et continuera à s'abriter aussi derrière l'Égypte, même si c'est un pays un petit peu au ventre mou, qui subit une crise économique terrible, sociale, beaucoup d'incertitudes même pour l'avenir, même politique, hein, la stabilité de ce pays. Il n'empêche que pour l'Arabie saoudite, l'Égypte, c'est too big to fail. Hein, voilà, il y a 110 millions d'habitants. C'est sur le plan diplomatique quand même, bon, il y a quand même une diplomatie assez active et puis extrêmement, comment dire, compétente quand même de la part de l'Égypte. Donc, il s'abrite aussi derrière l'Égypte pour co-gérer la mer Rouge. Parce que c'est le pôle le plus important pour les projets mérifiques du prince héritier. Tous les projets substantiels, économiques, méga-projets de l'Arabie saoudite sont concentrés sur le littoral de la mer Rouge. Et ça sera pour l'Arabie saoudite d'après 2030. Hein, c'est donc prince héritier impulsif, excité, mais qui a quand même une vision sur le long terme et qui a compris que l'interventionniste militaire, c'était derrière. Donc ça, je pense que c'est peut-être la seule bonne nouvelle, hein, dans la région. C'est que cette imprévisibilité yes, elle est un peu derrière. Hein, et que la cohérence voudra que maintenant, le maître mot du prince héritier, c'est stabilité à tout prix. Hein. Il est prêt à même abandonner sa fierté sur le Yémen et à payer tout ce que lui demandent les Houthis pour avoir la paix chez lui. C'est très clair. Là, aujourd'hui, cette espèce de double attitude qu'ont, par exemple, les Émirats arabes unis, les Saoudiens ne l'ont pas. Ce n'est pas dans leurs intérêts. Et d'ailleurs, on note de plus en plus des convergences de vues que l'Arabie saoudite appuie avec l'Égypte. Avec l'Égypte, pardon. Sur le Soudan, c'est très clair. L'Arabie met à profit ses bonnes relations avec Abiy en Éthiopie pour essayer de calmer le jeu sur le barrage, parce que ce serait tragique pour les Égyptiens. Les Saoudiens, avec les États-Unis, essaient de faire entendre raison aux Émirats arabes unis sur le Soudan. Donc il y a des choses quand même. Et puis, c'est très clair que les Saoudiens ont compris leurs erreurs sur le Yémen et veulent à tout prix signer un traité de paix, hein, sur la question yéménite. Hein. Donc, et puis, bien sûr, il y a l'Iran. Et on a bien vu que les Émirats, comme l'Arabie saoudite, ont refusé de se joindre à cette fameuse Guardian Prosperity, opération américano-britannique en mer Rouge, en représailles aux attaques des Houthis en mer Rouge. Ils ont absolument refusé de s'y joindre. Parce que pour eux, c'est un désastre que l'Amérique frappe le territoire yéménite aujourd'hui. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est plus jamais de représailles Houthis sur leur territoire. Donc ça les met aussi un petit peu en porte-à-faux. D'autant qu'ils étaient, en septembre 2023, pratiquement quasi assurés de s'accorder avec les Houthis, moyennant effectivement financement des arriérés de salaire du gouvernement yéménite, etc. Et ça, les Saoudiens étaient prêts à tout. Alors aujourd'hui, en même temps, ils s'y retrouvent aussi un petit peu, parce que le fait que les États-Unis frappent des cibles houthis, ça affaiblit forcément militairement les Houthis. Donc ça, évidemment,
ils s'en vendent pas officiellement, mais ça fait aussi leur jeu. Donc, ils se disent, ah, ben, peut-être que s'ils sont affaiblis, on va renégocier peut-être un peu plus à notre avantage un accord avec les Houthis. Bon, voilà, c'est un petit peu de ce type d'arrangement. Mais cette situation, si vous voulez, vous montre à quel point le monde est dérégulé et à quel point l'Arabie saoudite, comme les Émirats arabes unis, se saisissent de la dérégulation du monde et de la fin de l'unipolarité américaine pour faire des arrangements à la carte, un petit peu comme Bertrand Badi parlait de alliance de connivence, etc., et de diversifier au maximum des partenariats, notamment bien sûr avec la Chine, mais avec l'Inde et avec un peu tout le monde, pour ne plus uniquement s'aligner sur les États-Unis, et donc opter plutôt pour un multi-alignement. C'est comme ça qu'il faut prendre leur intégration dans les BRICS. C'est comme ça qu'il faut comprendre aussi le fait que l'Arabie saoudite est partenaire de dialogue à l'organisation de Shanghai, qui est quand même co-dirigée par la Russie, la Chine et où il y a l'Iran. Et donc, voilà, c'est pas, il ne faut pas voir les choses de manière blanc ou noir. Là, on est complètement en zone grise. Et c'est vrai que, pour le moment, les Saoudiens, je trouve, et d'une certaine manière les Émiratis, jouent de manière assez habile sur cet ordre international de transition multipolaire. Ils ont clairement fait le calcul de la multipolarité et donc de la dérégulation du monde, finalement, parce que la multipolarité, ça prouve qu'aucune des grandes puissances, que ce soit les États-Unis ou la Chine, sont en mesure de réguler le monde. On le voit, c'est très clair sur Gaza, c'est très clair sur le fait que les États-Unis ne parviennent pas à résoudre les problèmes de trafic en mer Rouge, de navigation. Donc il n'y a plus une seule puissance pour être un petit peu ce régulateur. Et c'est pour ça, certains parlent de démondialisation aujourd'hui. Et là-dessus, c'est vrai que ces nouvelles puissances moyennes, que sont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, manœuvrent assez bien. Alors, je suis désolée, je m'éloigne un petit peu du terrain gazaoui. Alors, qu'attendre de l'après-guerre, comme je le disais, pour les Émirats arabes unis, il y aura effectivement le pactole à mettre sur la table pour la reconstruction et pour faire ce qu'ils savent très bien faire, même lorsqu'ils perturbent un petit peu et qui sont des perturbateurs de l'ordre régional, ils mettent quand même le paquet en termes de financement, d'aide au développement, ça ils savent faire, ça c'est clair. Donc il y aura cette carte-là. Maintenant, en termes politiques, en dehors de leurs zozos, la Dahlan, je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent annoncer, mais en tout cas, ils peuvent jouer les perturbateurs, et c'est en cela qu'il peut y avoir des tensions entre les pays du Golfe pour l'après-Gaza. L'Arabie saoudite, comme je le disais, le prince héritier pourrait, avec ce désastre humanitaire à Gaza, surenchérir en matière de garanties données aux Palestiniens. Mais tout dépendra de ce que les États-Unis mettront sur la table. Quant au Qatar, j'en ai pas beaucoup parlé, effectivement. Le Qatar, qui a toujours joué, et qui joue encore son rôle de médiateur entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu et la libération des otages. Eh bien, on a vu que, effectivement, Israël faisait un peu de surenchère sur le fait que le Qatar jouait sur ses bonnes relations avec ses infréquentables pour se positionner comme un acteur incontournable. Il n'empêche que pour les États-Unis, effectivement, le Qatar reste, avec l'Égypte, des acteurs extrêmement importants. Et même si le Qatar devait renoncer et devait
pousser donc le Hamas, enfin les bureaux politiques du Hamas en dehors de ses frontières, si pour les États-Unis, il reste important que le Qatar joue les rôles de médiateur, le Qatar poursuivra cela. Hein, ça, c'est très clair. Mais ça se fera en combinaison avec les États-Unis, parce que c'est vrai que malgré sa politique un petit peu très souvent très critiquée et combattue par ses voisins immédiats, pro-frères musulmans, etc., le Qatar n'a jamais dérogé et a toujours été un acteur extrêmement constant, allié des États-Unis. Et les États-Unis, malgré les errements de Trump pendant quelques semaines lors de la fameuse crise du Golfe, bon, il a vite compris que effectivement le Qatar était un acteur assez constant. Et donc, administration républicaine comme démocrate, je pense que le Qatar restera un acteur clé. Et l'Arabie saoudite l'a bien compris. Et d'ailleurs, le prince Tamim et le prince héritier saoudien sont, bon, évidemment, on aime bien le mot frère en arabe, mais ils s'entendent plutôt bien. Hein, et il y a une bonne combinaison des rôles. Et d'ailleurs, les Saoudiens ont, contrairement aux Émiratis, qui ont été le seul pays à très clairement imputer la responsabilité de cette guerre au Hamas, les autres pays arabes ne l'ont pas fait. Hein. Et puis, l'Arabie saoudite n'a jamais nommément inscrit le Hamas comme organisation terroriste. Ils disent les frères musulmans. Alors, je me suis fait expliquer ça par un Saoudien. Je fais, oui, mais enfin, bon, ça a fait... Il dit, non, nous, on a fait exprès de ne pas nommément inscrire le Hamas parce qu'au cas où il fallait discuter avec eux, ça aurait été très compliqué pour nous de les... Donc, ils n'ont jamais, en 2014, lorsque les frères musulmans sont inscrits comme organisation terroriste, au même titre que le Hezbollah, les Houthis, etc., le Hamas, non, n'est pas nommément inscrit comme tel. Donc, ils se laissent cette marge de discussion au cas où. Parce qu'ils savent parfaitement que cette autorité palestinienne, elle est totalement délégitimée, et que forcément le Hamas, même si à Gaza, il y a certainement des Gazaouis qui blâment le Hamas, je ne sais pas, moi, mais j'entends ici et là, quand même le Hamas reste, sort renforcé, en tout cas par rapport au Fatah et à l'autorité palestinienne. Et puis, d'ailleurs, moi j'en veux pour preuve dans le Golfe, alors pas aux Émirats ni en Arabie, parce que très clairement, si le Hamas est très affaibli, eh ben, très clairement, ils disent c'est bien fait pour eux. Hein, ils sont pas fanas du Hamas. Mais en revanche, que ce soit au Koweït ou à Oman, on a entendu des slogans très très pro-Hamas, hein, et même pro-houthiste. Ah oui, donc ça c'est quelque chose, et c'est pourquoi, dès que vous vous exprimez aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, et vous exhibez un kéfier, ce qui n'est plus possible apparemment, eh bien, ils ont très très peur que ça déborde en sympathie pour le Hamas ou les Houthis. Donc c'est pour ça qu'ils sont extrêmement nerveux, et parce qu'ils ne savent pas comment leur population peut réagir. Hein. Alors qu'à Oman, alors là, on a très clairement un sultan Haïtham qui a rompu avec la politique suisse neutraliste de l'ex-Rabous, hein, parce que là, il laisse très clairement les manifestants se lâcher, avec notamment l'imam Ibadite, j'ai oublié son nom, qui fait des déclarations absolument pro-houtistes, hein, sur le fait que seuls les Houthis se sont démarqués en montrant leur attachement à la question palestinienne. Cet acteur non étatique a réussi ce que personne n'a réussi dans le monde arabe. Hein. Donc vous avez quand même ces craintes, et dans des pays alors Oman c'est très nouveau, hein, parce que jusqu'à présent pour manifester à Oman fallait se réveiller tôt,
Quant à Koweït, bon, aujourd'hui, c'est vrai que les Koweïtiens ont dissous leur assemblée et pendant apparemment 4 ans, il n'y aura pas d'élection. Et on voit que le nouveau prince héritier koweïtien est très proche du prince héritier saoudien. Donc il y a Est-ce que le Koweït, qui a toujours refusé, même de manière informelle, d'avoir la moindre attache avec Israël, ne va pas... C'est compliqué parce que ce soit l'opinion publique, jusqu'à présent le gouvernement, le Parlement qui n'existe plus, était à 100% hostile à une normalisation avec Israël. Et c'est quand même assez fort de la part des Koweïtiens qui doivent quand même leur libération à cette coalition internationale dirigée par les États-Unis. Mais à jamais les États-Unis n'ont réussi à influencer le Koweït pour que le Koweït prenne attache avec Israël. Hein. C'est quand même de manière informelle. Hein. Donc c'est peut-être pas pour rien que le Fatah a été créé au Koweït en 1964. Il y a une longue histoire. Mais le Bahreïn, par exemple, pareil, hein, c'était un pays très politisé. Enfin, la conscience politique des Bahrainis est très élevée. Et les Bahrainis avalent énormément de couleurs, que ce soit avec cet accord Abraham ou alors la participation du Bahreïn à l'opération Guardian for Prosperity, qui a été encouragée par le duopole, hein, saoudo-émirati. Si, le petit, là, vous y allez, comme ça on ne nous embête pas à nous, on ne nous pose pas trop de questions. Et c'est un petit peu, voilà, comment le Bahreïn sert de pôle de réajustement quand ça sert les intérêts saoudiens et émiratis. Bon, là, je crois que j'ai beaucoup parlé, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites. Et Merci beaucoup, parce qu'effectivement, très, très riche. Alors, on va tout de suite donner la parole à la salle en prenant peut-être 2-3 questions pour qu'on ait le temps de tous vous écouter si vous avez quelque chose, des questions à poser, des compléments sur certains points développés par Fatiha. Donc, Sybille, au fond, si on peut donner le micro. Bonjour et merci beaucoup. Une petite question, c'est comment vous interprétez la décision de la Ligue arabe de désinscrire le Hezbollah de la liste terroriste? Et deuxième question, un peu plus grande. Vous avez dit au début que l'objectif stratégique de l'Arabie est de signer un accord de sécurité inscrit dans le marbre avec les États-Unis. Et en même temps, tout ce que vous avez dit, c'est qu'on s'inscrit dans une transition, qu'il n'y a plus un monde unipolaire, etc. Donc, comment allier, pourquoi ces deux, comment s'allient ces deux dynamiques et pourquoi l'Arabie saoudite continue aujourd'hui encore de valoriser à ce point l'alliance sécuritaire avec les États-Unis? On prend plusieurs questions? Oui, on va en prendre... Tu les notes parce que... Oui, monsieur? Oui, c'est complémentaire, justement. Maintenant que l'Arabie a des relations directes diplomatiques avec l'Iran, comment l'Arabie réagit aux propositions de l'Iran de faire une convention de sécurité collective pour la région, excluant évidemment les États-Unis? Pour ce qui est effectivement, de la décision de la Ligue arabe d'avoir retiré le Hezbollah de la liste des organisations terroristes, c'est très clairement lié au danger de l'intensification de la guerre et d'une expansion de la guerre sur le sud-Liban. Hein. Et donc, pour cela, effectivement, il faut négocier avec le Hezbollah. Et lorsque vous êtes inscrit sur comme organisation terroriste, évidemment, vous êtes infréquentable. Donc là, ça s'est fait très clairement avec l'accord des Saoudiens, des Émiratis, puisque d'ailleurs, en mars, je crois qu'il y a eu une visite d'un membre du Hezbollah à Abu Dhabi, et l'ambassadeur saoudien au Liban a rencontré plusieurs fois des membres du Hezbollah via l'ambassadeur iranien au Liban. Donc très clairement, il y a une volonté de ménager et de continuer dans la désescalade et dans un dialogue constructif avec l'Iran. Aujourd'hui, les Saoudiens comme les Émiratis
se rendent compte que parler de sécurité régionale sans impliquer l'Iran, c'est pas possible. Et aujourd'hui, l'Iran, à mon avis, parce que j'ai parlé des Émirats, de l'Arabie sur l'après-Gaza, mais l'Iran aura son mot à dire sur l'après-Gaza, très clairement. Donc, en ce qui concerne le Hezbollah, sa désinscription, c'est très clairement lié à cette... Et puis c'est aussi une façon de dire à Israël, c'est aussi un signal par rapport à Israël des pays arabes qui ont pris langue avec Israël. Hein. Donc voilà. Maintenant, évidemment qu'il y a des contradictions. Hein, moi aussi, ça m'interpelle, hein, ce que votre remarque. Hein. Déjà, sur le plan sécuritaire, les États-Unis sont l'acteur incontournable, qu'on le veuille ou non, hein, même pour les Chinois. Hein. Alors, et puis, les armements massifs dont sont dotés les pays du Golfe, depuis 4 décennies, sont essentiellement américains. Donc, c'est pas en changeant comme ça de partenaire du jour au lendemain que les combinaisons vont... Donc forcément, les États-Unis restent le partenaire sécuritaire essentiel. Ça ne veut pas dire que, et ça c'est très important à comprendre, que ces États s'aligneront systématiquement sur la politique américaine dans la région. D'autant que, très clairement, les Américains se réengagent au Moyen-Orient, mais forcés et contraints. C'est un boulet pour eux aujourd'hui, le Moyen-Orient, très clairement. Hein. Mais ils ne peuvent pas s'en défaire comme ça. Hein. Donc, cet accord de sécurité écrit sur le marbre, bon, déjà, ce n'est pas du tout évident parce qu'il faudra, je crois, que le Congrès se prononce, et bon, visiblement, ce n'est pas demain la veille. C'est compliqué de se projeter sur la politique américaine parce que c'est tellement incertain, les élections, etc. Maintenant, ça ne fait pas du tout peur aux pays du Golfe qu'il y ait un re-Trump, au contraire, ils peuvent parfaitement s'en accommoder. D'autant que, par exemple, le prince héritier saoudien a une relation directe et très forte business avec Jared Kushner, hein, qui avait rêvé du fameux Deal of the Century en télé. Mais voilà, c'est une relation qui a continué à progresser. Hein. Donc, il y a des relations interpersonnelles très fortes. Il y aura peut-être, pour les Saoudiens, une manière de faire un peu plus bouger les choses, plus avec un Trump qu'avec un Biden, je ne sais pas, en tout cas il y a cette volonté-là. Mais donc voilà, je ne sais pas si ça répond directement à vos questions, mais même si ça peut paraître contradictoire, il y a une donne inéluctable. Les États-Unis restent bien entendu le partenaire de sécurité number one, c'est certain, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas diversifier, on ne peut pas par le multi-alignement, mettre en difficulté aussi le partenaire américain quand il s'agit de faire valoir, par exemple, aussi leur propre contradiction sur la gestion du monde. Hein. Quand on impose 14 trains de sanctions économiques sur la Russie et 0 sur Israël, qui est en plus de ça accusé par les plus hautes instances internationales, plus hautes juridictions internationales de crimes de guerre, et pas une seule sanction, c'est clair qu'il y a une opportunité pour ces nouvelles puissances moyennes de mettre en balance aussi les contradictions des uns et des autres. Absolument. Alors, monsieur... je crois que j'avais un peu répondu au début en disant que il est évident que pour les pays du Golfe aujourd'hui, l'Iran est un acteur dans la sécurité régionale. D'ailleurs, il discute avec, et c'est bien ce qui a embarrassé les États-Unis, même si j'ai lu dans pas mal de think tanks américains qui sous-estimaient, qui amenuisaient beaucoup le traumatisme américain sur le fait que les Chinois et renormalisé et étaient les parrains de la renormalisation. Moi, j'en crois rien du tout. Ils ont été mais dévastés. Et d'ailleurs, la négociation trilatérale entre l'Arabie saoudite,
Israël et les États-Unis sur la normalisation saoudo-israélienne, elle débute en mars de 2023. Et mars 2023, c'est la renormalisation des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Donc ça a foutu un coup, mais alors fatal, et d'où l'obsession de Biden de parler de normalisation alors que le type est à l'ouest, quoi, avec ce qui se passe à Gaza. Il croyait obtenir le Graal parce que pensant peut-être que rien ne résiste aux États-Unis. Eh bien, c'est fini. C'est très clairement terminé. Bon, c'est tout à fait autre chose. Est-ce qu'on peut parler d'un après-guerre à Gaza? Ça me pose problème. Et sachant que les pays du Golfe se sont très bien accommodés, voire même profité de tous les autres conflits de la région, que ce soit Irak, Syrie, Liban, etc. Ils en ont profité. Est-ce que une guerre ou une continuité de conflits non résolus va beaucoup les gêner? C'est une bonne question. Ouais. Alors, je vais peut-être d'abord répondre à madame. C'est vrai que j'étais un peu vite, mais parce que c'est aussi, je pense que c'est un peu connu. J'allais pas revenir sur la détérioration des relations États-Unis, pays du Golfe, et notamment Arabie Saoudite. Hein. Les noms d'oiseaux que Biden a donnés au royaume, Prince Paria, etc., suite, il faut le dire, hein, à l'assassinat quand même du journaliste saoudien Khashoggi. Oui, mais justement, ces leçons de morale, des droits de l'homme, etc., aujourd'hui, les Saoudiens, et vous, qu'est-ce que vous faites à Gaza? Vous accompagnez un génocide, parce que les Saoudiens parlent de génocide. Enfin, en tout cas, pas les dirigeants officiels, mais dans la presse, on voit partout le terme génocide essaimé. Hein. Les conseillers du prince, etc., parlent de génocide. Donc, ça, clairement, cette pseudo-autorité morale, ça ne tient plus. Mais, donc, c'est un petit peu tout ce que j'ai dit, si vous voulez, cette inflexion diplomatique de l'Arabie saoudite, c'est la détérioration des relations avec les États-Unis. On ne croit plus à la garantie de sécurité américaine à cause du fait que... Et sous Trump, hein, parce que 2019, c'est Trump qui a refusé de réagir aux frappes en 2019. C'est Trump qui était président. Et il leur a même dit, mais avec tout, parce que de temps en temps, il a des lumières, hein, avec tout l'armement qu'on vous vend, vous n'êtes pas capable de vous défendre tout seul, vous voulez que le sang américain coule pour vous, jamais de la vie. Ah oui, non, il était aussi cash que ça, donc ça a terriblement vexé nos amis du Golfe. Et surtout, ça les a remis à leur place. Et là, ils ont compris que c'était fini. Que si même un Trump qui pensait être leur allié indéfectible leur rétorque de cette manière, que dire d'un Biden qui est considéré comme Obama bis. Hein. Donc ça a été un facteur traumatisant pour les pays du Golfe. Et donc, ils ne croient plus du tout et c'est pour ça, cette obstination du dirigeant, enfin du prince héritier saoudien, d'obtenir quelque chose par écrit des États-Unis. Donc voilà, et puis, comme je le disais, la fin de l'unipolarité américaine et donc la dérégulation du monde font que les acteurs régionaux ont une compréhension du monde différente et donc se saisissent comme ça des opportunités et contractent, si vous voulez, je dirais pas des alliances, parce que ça serait galvaudé, mais des partenariats et des multilatéraux, minilatéraux, tout ce que vous voulez, en les diversifiant à foison, afin de servir au mieux leurs intérêts nationaux. Parce que c'est ça qui change, surtout. C'est, on pense d'abord à nous. Donc, là, je rebondis sur la question de Hala. Est-ce qu'un conflit plus qui va durer, ça les dérange tant que ça? Je dirais que le conflit israélo-palestinien, c'est pas un conflit comme les autres. Ça, on peut pas mettre sur la même balance le conflit israélo-palestinien, les horreurs qui se sont passées en Syrie et qui sont le fait
du président syrien d'abord. Hein. Donc ils peuvent s'abriter vers le fait, nous on ne s'ingère pas dans les affaires intérieures. Bon, sur le Yémen, bon, évidemment, ils ont fait le constat que c'était la Bérésina pour eux. Mais je ne pense pas qu'on puisse mettre sur la même échelle. Et en tout cas, même ces dirigeants s'aperçoivent aujourd'hui que ce n'est pas possible. Et pour l'Arabie saoudite, c'est beaucoup plus sensible. C'est pourquoi l'Arabie saoudite ne peut pas concevoir une normalisation avec Israël dans le cadre des accords Abraham qui ont totalement zappé la question palestinienne. Pour l'Arabie, ce n'est pas possible. C'est quand même celui qui abrite les deux lieux saints de l'islam. Et puis, Al-Quds, c'est quand même quelque chose. C'est le troisième lieu saint de l'islam. Il ne s'agit pas non plus de banaliser ce conflit, qui est le plus vieux de la région. Et l'Arabie saoudite a toujours été un acteur, en tout cas en tant que pays arabe, celui qui a toujours le plus donné pour la Palestine en termes financiers, etc. Et puis même en termes d'initiative politique, hein, que ce soit le plan Fahd en 82 ou l'initiative de paix du roi Abdallah, ça a été quand même l'initiative politique la plus ambitieuse pour essayer de régler le conflit palestinien, hein, et qui a été, et là la responsabilité des grands États occidentaux est absolument terrible, parce qu'ils ont rejeté comme un revers de main la normalisation de 22 États arabes avec Israël, donc relations diplomatiques, normalisation contre l'échange de la terre et donc contre une Palestine dans ses frontières de 1967. Ça a été balayé d'un revers de main par Israël, évidemment, mais pire par l'Union européenne et par les États-Unis quand même. Et c'était quand même, et de loin, l'initiative politique la plus ambitieuse. Et donc, aujourd'hui, pour le moment, en tout cas dans les langages officiels, c'est vrai que c'est là-dessus que l'Arabie saoudite se base. Et pas du tout sur les accords Abraham. Ça reste constant, oui, oui. Même si, souvenons-nous, un petit peu avant le 7 octobre, le prince héritier, devant Fox News, avait dit « on se rapproche ». Mais il est roublard, hein. Puisqu'il parlait à des Trumpiens, il n'allait pas leur dire, le contraire. Donc, il leur dit ça sur Fox News, on se rapproche tous les jours d'un accord de normalisation, mais rien du tout. Cette imminence de normalisation, c'est du grand n'importe quoi. Parce que quand on regarde de près, rien n'allait. Puisque mais bon, c'était une façon pour le prince héritier où les choses allaient mieux avec les États-Unis. Il est en négociation, parce que c'est un transactionnel, hein, le prince héritier. Ouais. Hein. Je ne sais pas s'il avait été sûr d'obtenir ce fameux accord après lequel il court. Peut-être qu'il pourrait sacrifier des choses. Il ne faut pas rêver. Hein. C'est encore une fois Saudi Arabia first. C'est son credo. C'est vraiment ça. Et pourquoi est-ce qu'il va dans la désescalade et dans le processus, de pacification, à mon avis, de manière très sincère, au Yémen, au Soudan, et parce que ça sert ses intérêts. C'est tout. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Et concernant la Palestine, il deviendra roi un jour, et donc il ne peut pas non plus se dédouaner en simplement inscrivant l'avenir du royaume simplement avec des méga-projets économiques. L'Arabie saoudite doit s'imposer aussi comme chef de file politique en termes de leadership, ce qui est, à mon avis, pas encore le cas. Oui. Ce qui n'est pas encore le cas. C'est vrai que, pour le moment, l'ambition, c'est d'être un marqueur comme étant la plaque tournante d'interconnexion des trois continents. Et c'est le roi soleil, hein, MBS. Hein, il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, tout tourne autour de son grand moi et de son grand pays. C'est ça son ambition. Et c'est vrai qu'en 8 ans, il est quand même parvenu à pas mal de choses, même si ça paraît effectivement... ces méga-projets paraissent un petit peu farfelus,
cité futuriste, etc. Mais quand on regarde d'un peu plus loin, il se projette sur le long terme, et donc peut-être qu'après 2050, c'est pas aussi ridicule et stupide que ça. Et dans le prolongement, je prends la parole 2 minutes, dans le prolongement de la question de Hala, est-ce que du coup cette guerre à Gaza n'est pas venue percuter justement tous ces grands projets de MBS, parce que avec cette guerre et les autres conflits dont parlait Hala, on voit bien que la stabilisation régionale appelée de ses voeux par MBS est remise en question, et que du coup ça complique aussi tous ces projets économiques de développement. Et donc est-ce que ça peut l'amener du coup à être plus actif dans le règlement du conflit à Gaza, pour permettre le retour de la paix et pour lui permettre de retrouver le cours de ces grands projets auxquels sa crédibilité de futur roi est liée quand même. Enfin, si ça ne tenait qu'à l'Arabie Saoudite, la solution à Gaza, ça se saurait. Malheureusement, moi je pense qu'elle se situe plus au niveau atlantique, Washington. Il n'y a pas de volonté politique de Washington de régler cette question. Et tant qu'il n'y en aura pas, il n'y aura pas de solution. Ça, c'est... Et je pense que je ne vois pas ce que... à part mettre en balance les choses... Non, c'est vrai que cette histoire de normalisation avec Israël tenait à cœur à Biden, mais elle tient à cœur aussi à Trump. Donc, donc c'est vrai que ce leverage, ce levier-là, l'Arabie Saoudite l'a encore. Alors que les Émirats, c'est terminé. Bon, ils ont normalisé sur des accords pour faire du business avec Israël, et basta. Il n'y a aucune valeur ajoutée des Émirats sur une quelconque je veux dire, force de proposition pour l'après-Gaza. En revanche, il y en a pour l'Arabie Saoudite. Et c'est pour ça que c'est vrai que l'Arabie Saoudite a encore un levier à jouer, et donc vis-à-vis de Washington. Parce que ce qui est terrible, c'est que l'Union européenne est inexistante. Et ça n'existe plus. Oui, alors il y a 2 questions là, on va les prendre. Je crois que monsieur était avant. Ah pardon, je n'avais pas vu. Moi, heureusement que tu as l'œil. Oui, j'ai regardé. Plus que moi. Bonjour. Oui. Alors moi j'ai une question par rapport au fait que vous avez mentionné plusieurs fois le fait que l'Arabie Saoudite s'abrite derrière l'Égypte. Qu'est-ce que vous entendez par ça exactement? Et également ma deuxième question, c'est par rapport au Koweït. Comment expliquer le fait que le Koweït est différent par rapport aux autres États du Golfe dans son intransigeance vis-à-vis d'Israël? Merci. Merci. On prend d'autres oui, questions. on va prendre les 2 qui sont là, et puis ça sera peut-être nos dernières questions, parce qu'on va arriver au terme de notre rencontre. Merci. Bonjour à tous. Ce que je retiens, madame, à l'instant, c'est qu'il y a une instrumentalisation de ce conflit par Biden et par Trump. Aujourd'hui, la position des pays arabes est là. Que font concrètement aujourd'hui ces pays arabes pour le peuple palestinien lui-même? C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que tous les jours, ça meurt de faim, de soif. Et aujourd'hui, au-delà du discours politique, au-delà de l'enjeu de MBS dans 40, 50 ans, etc., qu'est-ce qu'on fait immédiatement? Qu'est-ce que ces pays-là font aujourd'hui, immédiatement, pour le peuple gazaoui? Nadia, et puis on laissera... Dans l'hypothèse d'une réélection de Trump en novembre, est-ce qu'on peut imaginer un retour d'un cycle de relations de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire d'une part rapprochement avec les États-Unis et de l'autre éloignement avec l'Iran, ou est-ce que la guerre à Gaza marque vraiment un point de rupture, de non-retour dans ces relations-là? Alors la première question, l'Arabie s'abrite derrière l'Égypte. Ah oui, c'est ce que tu entends. Oui, c'est vrai que peut-être l'expression n'est pas très heureuse, mais c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite a pour tradition, sauf la petite parenthèse ultra-interventionniste d'MBS, de ne jamais se surexposer. Ils se sont toujours mis un petit peu en arrière-rideau notamment de la diplomatie égyptienne et d'autres grands pays arabes. Même sous l'ère de Saoud el-Faisal, etc., il y avait toujours une volonté de ne pas être comme ça en front line. Ça n'a jamais été dans l'ADN de la politique extérieure saoudienne. Et c'est vrai que j'ai un ami prof à King Saudi University qui me disait finalement, on a à nouveau cette
cette volonté de ne pas se surexposer comme étant le leader, comme on l'entend souvent, l'Arabie saoudite, leader du monde arabo-islamique. Ça n'a jamais été réellement le cas en termes d'initiative politique, en tout cas. Il y a une volonté quand même de faire ça en cohésion et en partenariat avec d'autres pays. Hein, c'est pourquoi, et là je reviendrai sur votre question, qu'est-ce que font les États du Golfe, alors pas simplement pour le peuple palestinien, mais dans la question de la guerre à Gaza, les Saoudiens ont été assez actifs sur le plan diplomatique, même si ça n'a pas donné grand-chose, malheureusement, à toujours veiller à se coordonner avec les Jordaniens, les Égyptiens, les Turcs, les Qataris et même l'Indonésie. Hein. C'est l'Arabie saoudite qui a pris le lead d'une mission diplomatique pour essayer de convaincre un petit peu toutes les grandes capitales pour un cessez-le-feu immédiat. C'est vrai qu'ils n'ont jamais cessé de s'activer là-dessus, même s'il n'y a aucun résultat, malheureusement. Donc ça, c'est une première chose. Et concernant l'Égypte, ça rejoint un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire que comme tous les grands projets de l'Arabie saoudite se concentrent sur la mer Rouge, l'Égypte est un partenaire fondamental. Et ça, si on n'a pas compris cette carte maîtresse pour l'Arabie saoudite qu'est l'Égypte, et c'est pourquoi, par exemple, contrairement aux investissements spectaculaires que font les Émirats arabes unis, par exemple d'acheter une île et de mettre 35 milliards dans la balance, eh bien, les Saoudiens font des investissements beaucoup plus stratégiques. Ils investissent dans la dette égyptienne, 12 milliards. Hein. Et donc, c'est sur... ils sont moins spectaculaires et moins show-off que les Émiratis. Hein. Ils font les choses toujours, quitte à, voilà, sous le manteau, mais c'est constant. En tout cas, depuis qu'il y a Morsi. Hein. C'est sûr que... pardon, oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit? Depuis qu'il n'y a plus Morsi. Pardon. Et donc, tout faire pour que l'Égypte ne s'écroule pas. Hein, parce que, quand même, l'Égypte accumule, hein, depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Égypte est l'un des principaux pays qui morfle, hein, très durement, hein, sur le prix des céréales, du blé... et la dévaluation de la livre égyptienne est à je ne sais plus combien. Enfin, c'est terrible, hein, la situation économique. Donc, il y a une volonté de sauver l'Égypte en la matière parce que l'Égypte est un pays même très affaibli politiquement, économiquement, qui reste une profondeur stratégique pour l'Arabie saoudite. Et ça c'est constant. Et pour les Saoudiens, la cogestion avec l'Égypte de la mer Rouge est fondamentale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, comme inflexion diplomatique, je verrais effectivement la mer Rouge comme quelque chose de fondamental pour les Saoudiens. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Quoi d'autre? Koweït. Koweït. Bon, je vais aller un peu vite, parce que Koweït, j'adore le Koweït. J'ai fait ma thèse dessus. Oui. Et ça a toujours été un pays qui s'est distingué par son pluralisme, une élite inventive, mais malheureusement aussi par le fait de s'écouter un peu trop parler, d'oublier aussi de se développer. D'ailleurs, c'est devenu un petit peu, malheureusement, la risée des autres pays du Golfe en disant, bah oui, mais regardez avec leur démocratie. C'est devenu, en fait, l'argument anti-démocratie. C'est terrible, hein, mais ça a été un antidote. Hein. Vraiment, on ne veut pas entendre parler du bordel koweïtien, parce que, de toute façon, ils se mettent toujours sur la face. À chaque nouveau Parlement, on met sur le grill des ministres. C'est la fitna, comme dirait l'autre. Bon, voilà. Donc, c'est pas possible. Mais dans tout ça, ce qui est extraordinaire, c'est que les Koweïtiens sont, eux, très fiers de leur pluralisme. Dire, est-ce que vous voyez parmi tous ces voisins qui se sont développés, mais nous, on ne s'est pas développé justement parce que le Parlement avait toujours ces questions sur la corruption. Est-ce que vous croyez qu'on est plus corrompu que nos voisins? Non, seulement nous, on en parle. Mais bon, on parle, mais c'est pas très constructif quand même. Hein.
Donc, il n'empêche que c'est dans ce brouhaha et ce bordel organisé que le Koweït a pu se préserver par rapport aux États-Unis, de ne pas, a toujours mis en balance le fait que c'était une démocratie et donc qu'il ne pouvait pas aller contre la volonté populaire de normaliser avec Israël. Ben, ça, c'était vraiment l'argument massu. Et donc, alors que la famille régnante aussi est tout aussi anti-normalisation que quoique le nouveau prince héritier, là, il y a peut-être des choses. Je vais aller au Koweït au mois d'octobre pour y voir plus clair. Mais donc voilà un petit peu pour la spécificité koweïtienne. Et la dernière question de Nadia. L'Arabie est très proche des États-Unis aujourd'hui, Trump ou pas Trump. Et je ne vois pas en quoi l'arrivée de Trump ferait que... oui, non, mais Trump pourra... on peut reprocher tout ce qu'on veut à Trump, mais jusqu'à présent, il a toujours été anti-guerre, hein, quand même. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein, je ne suis pas convaincue qu'il voudra d'une guerre avec l'Iran. Hein. D'ailleurs, il a refusé de répondre en représailles aux attaques revendiquées par les Houthis, mais très fortement, à mon avis, aidées par l'Iran, en 2019, justement pour éviter une guerre. Donc, il n'y a pas de raison que, même si le narratif de Trump sur l'Iran... Là, je pense qu'il aura peut-être un peu plus fort à faire sur la question gazaouie. Donc, je ne crois pas qu'il y aurait de... Et puis, quel serait l'intérêt de l'Arabie saoudite? Encore une fois, ils ont vu comment Trump a réagi en 2019, ils n'ont pas oublié. Écoutez, un grand merci, Fatiha, de cette présentation. Merci à vous. Cette discussion.